Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors on rappelle que vous êtes conférencière et directrice de l'agence Odeya. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est l'agence Odeya ? Alors Odeya, c'est une agence qui est à Paris, mais qui permet bien de partir partout dans le monde méditerranéen pour tous les Français de France et de Navarre, nos amis belges ou suisses également. Et donc voyage culturel et pèlerinage. Et donc Odeya, vous nous expliquiez parfois, donc Odeya, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça vient de Odos, on va le redire aujourd'hui parce que on parle de la Grèce, nous allons parler de la Grèce et de ce voyage en Grèce. Et donc Odos, qui est un mot grec, signifie le chemin, le voyage. On retrouve ce terme bien dans Exode ou dans Odyssée. Voilà. Et donc Odeya, c'est le voyage par excellence. Donc c'est plus une odyssée qu'un exode quand même. Oui, comme voyage. Oui, c'est absolument une odyssée. Je suis d'accord avec vous, surtout que nous allons en Grèce et bien sur les pas de ces grands mythes fondateurs, ces grandes personnalités aussi qui ont façonné notre civilisation. Et donc ça c'est du 6 au 12 octobre. Tout à fait. Donc avec comme intervenant, est-ce que vous avez un intervenant particulier ? Oui, alors c'est Virginie Foutel dont j'ai déjà parlé il y a peu de temps, qui est une conférencière qui est encore une fois cette personnalité très riche, très enthousiaste et qui s'est accompagnée. En fait, c'est un métier, vous savez, d'accompagner, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être extrêmement disponible, il faut avoir la culture et la manière aussi de transmettre. L'envie de transmettre. Oui, l'envie de transmettre pour que les gens écoutent et soient attentif et passionné. Donc voilà, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Et donc c'est Virginie Foutel qui connaît bien ce circuit qui s'appelle la Grèce des mythes et des dieux. Alors il y en a certains déjà qui peuvent lever les bras au ciel en disant mais quelle horreur, quel est ce retour au paganisme. Voilà, exactement. Alors parce que Odeya parfois a une dimension spirituelle. Alors pourquoi ce voyage en pays païen alors? Alors c'est vrai que si vous voulez, ce voyage se veut d'aller sur les pas de la Grèce antique, qui est le berceau de notre civilisation. Il faut aller à la découverte de ces monuments, de ces plus beaux monuments qui ont forgé véritablement ces êtres au premier millénaire avant Jésus-Christ, qui ont su nous transmettre une quantité de choses, à part l'architecture. Je veux dire, tous nos monuments depuis les Grecs ont toujours eu des colonnes, des frontons, des chapiteaux. Ce sont les Grecs qui ont inventé cela et qui nous l'ont transmis. Mais c'est aussi ce voyage aller véritablement à la suite des mythes de ce monde ancien. Et surtout de ces personnages illustres. Reprenons l'Iliade, reprenons l'Odyssée, ce poème homérique qui a été écrit, semble-t-il, au 8e siècle avant Jésus-Christ par ce grand Homère. Ce n'est pas simplement l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade est bien l'enlèvement d'Hélène par Paris, le fils du roi de Troie. L'Odyssée, ce n'est pas seulement le retour d'Ulysse après 10 ans chez lui, sur l'île d'Ithaque. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. L'Iliade, c'est véritablement l'analyse du caractère profond de l'homme, avec un grand H. C'est inouï, la richesse d'analyse véritablement de la personnalité, notamment d'Achille, où on voit cette colère. D'ailleurs, le premier mot de l'Iliade, c'est colère, ménine en grec. C'est la colère d'Achille. Et donc, il y a toute cette analyse très profonde du cœur de l'homme, des sentiments humains, une analyse magnifique. On n'a pas fait mieux, je crois, jusqu'à aujourd'hui, finalement. Et l'Odyssée, c'est l'amour de la patrie. C'est cet homme, Ulysse, qui, après 10 ans de guerre, va mettre 10 ans à retrouver sa patrie, malgré toutes ses vicissitudes, malgré toutes les tentations qu'il va avoir de rester, de s'installer ailleurs. Il veut retourner chez lui. C'est l'amour de la patrie, c'est remettre de l'ordre, et c'est l'amour de la famille. C'est magnifique. Ce sont des thèmes intemporels. Et qui ont influencé donc toute la culture européenne, tout le théâtre européen, les romans. Tout à fait. C'est notre identité, c'est notre culture, c'est notre civilisation. Et c'est pourquoi il faut aller en Grèce pour aller au plus près de tout cela, aux sources. Racines. Et puis, c'est ces gens extrêmement religieux aussi, qui ont un sentiment religieux inouï. Ils croient.
ils cherchent la vérité. Et donc, ils essayent de répondre aux questions qui angoissent l'homme par le mythe fondateur, le mythe qui explique toute chose. Ils expliquent la naissance de l'Olivier à cause d'une bataille, en quelque sorte, entre Athéna et Poséidon. On explique par le mythe l'arrivée de l'écriture dans le monde grec, qui provient du monde phénicien. C'est très beau. D'ailleurs, ce mythe est magnifique. C'est l'enlèvement d'une certaine princesse de Tyr par Zeus, transformée en taureau. Il enlèvera cette princesse en passant par le Bosphore, c'est-à-dire le passage du bœuf, en Turquie actuelle. Encore aujourd'hui, on conserve le nom de ce passage. Et la jeune femme s'appelle Europe. Il va nous laisser son nom au continent qui est le nôtre aujourd'hui. Et son frère ira à la recherche de sa sœur et troquera, tel un bon Phénicien, un bon Libanais, l'écriture, le système alphabétique pour avoir des renseignements sur sa sœur. Vous voyez, on explique toute chose par le menu, par ce mythe fondateur. Et finalement, si on peut continuer un instant, c'est vrai que ce mythe ne convainc plus, ne satisfait plus le cœur de l'homme, et dans un brusque réveil que l'humanité n'avait jamais connu, on est au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'avènement de la pensée rationnelle. La pensée rationnelle qui est la mère de la philosophie, la mère de la politique et la mère des sciences. Et les sciences, vous avez tous certainement appris le théorème de Thalès, celui de Pythagore, parce que ces anciens sont capables d'extraire de la réalité de la nature des lois immuable finalement, bien sûr. La politique, si on revient à la politique, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les Grecs vont inventer un système et voter des lois de sorte que celui qui fait un crime, par exemple, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il soit puissant ou faible, soit condamné de la même manière. Ça, c'est la première fois, et ça a lieu dans ce monde grec. Et puis, l'avènement de la philosophie, c'est magnifique. C'est vraiment la recherche de la vérité par le raisonnement, par la pensée rationnelle. Et donc, vous avez effectivement Socrate qui va prouver l'existence, qui va prouver l'éternité de l'âme, dans un premier temps. Et puis, toute cette recherche, toujours cette quête de la vérité, on arrive à Aristote qui, lui, par le simple raisonnement, arrive à prouver l'existence d'un Dieu unique. C'est fabuleux. Qui a évidemment influencé saint Thomas d'Aquin et donc toute la théologie. Et voilà, vous avez fait le bon enchaînement, Corentin, c'est exactement cela. La pensée chrétienne, vous savez, on est dans un monde de rupture, on veut toujours tout opposer. Or, notre pensée occidentale, notre civilisation qui est la nôtre, il y a toujours une transmission. Il n'y a pas eu de rupture. C'est-à-dire que le monde grec, certes, va être dominé par le monde romain, mais Rome aura le génie de reconnaître la supériorité intellectuelle de la Grèce. Quand en 146 avant Jésus-Christ, Rome met un pied en Grèce avec la conquête de Corinthe, Rome reconnaît que la Grèce a vaincu la Grèce a vaincu son farouche vainqueur. Donc c'est la reconnaissance par Rome de la supériorité intellectuelle de la Grèce, et Rome va absorber tout cela. Va copier. Va copier, va absorber, va faire sienne tout cet héritage grec. Pensez par exemple à un Cicéron, il ira étudier dans ce monde grec, certes romanisé, mais on continue à parler le grec. Dans l'élite romaine, partout dans le monde méditerranéen, on parle le grec. La première langue de l'Église, à Rome, en Italie, c'est le grec, pendant plusieurs siècles. Donc vous voyez, il y a cette influence, et puis finalement, l'Église, le monde romain va s'effondrer, en tout cas dans la partie occidentale, mais l'Église va être le réceptacle de tout cela. Un Saint-Augustin reconnaîtra la supériorité d'un Platon et reprendra cette pensée, la christianisera bien sûr, en tout cas l'éclairera d'un jour nouveau. Et donc encore une fois, pas de rupture, mais une continuité, un héritage, une transmission. C'est ça la tradition. Tradere, ça veut dire transmettre. La tradition, c'est la transmission au cours des âges, et c'est très beau. Alors, on s'est un petit peu éloigné. Revenons peut-être c'est passionnant. En tout cas, on sent que vous avez ce sujet à cœur. On fera une émission spéciale sur la Grèce pendant une demi-heure avec vous, Sophie. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter alors un peu le parcours de ce voyage ? C'est vrai que c'est un voyage très riche. Du 6 au 12 octobre, c'est 7 jours de voyage. On atterrit à Athènes, et si vous voulez, on découvre bien sûr la capitale d'Athènes, qui est la mère des sciences, des arts et des lettres par excellence, et de la philosophie, on l'a dit. Mais très vite, en fait, on atterrit à Athènes et on part du côté de la péninsule, donc
de cette grande péninsule du Péloponnèse, à la découverte de Mycène. On a parlé de l'enlèvement d'Hélène tout à l'heure. Mycène, qui est cette région, qui est cette ville extraordinaire du 2e millénaire avant Jésus-Christ, avec les palais royaux, etc. La tombe d'Agamemnon, ces grands noms justement de l'Iliade. 2e millénaire avant Jésus-Christ, c'est un premier âge d'or du monde grec, puis avant un premier effondrement à la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, et une résurrection, si vous voulez, un renouveau au 1er millénaire. Donc visite de Mycène, d'Argos, qui font partie de ces cités très anciennes du 2e millénaire avant Jésus-Christ. La découverte, bien sûr, d'Épidore, cet immense théâtre magnifique, des proportions splendides, une acoustique extraordinaire. On n'a pas besoin de micro. Ce n'est pas nécessaire. Et puis ensuite, on se dirige vers Sparte, au cœur de la péninsule du Péloponnèse. Sparte qui a fait trembler, bien sûr, le monde grec, et qui s'est opposé d'ailleurs à Athènes, et qui a été cette opposition, cette guerre du Péloponnèse, comme on l'a appelé à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, a été le début de la fin, si vous voulez, de ce monde grec. Le monde grec qui est génial, mais qui n'a jamais su faire l'unité. On en reparlera peut-être une prochaine fois. Et puis on continue, on va vers Olympie, bien sûr, ce grand site extraordinaire dédié à Zeus olympien. On continue, on remonte vers Delphes, magnifique sanctuaire, là aussi, grec, avec tous ces trésors déposés par les grandes cités grecques de l'Antiquité. Et très bien conservé. Très bien conservé. C'est extraordinaire. C'est très très beau. C'est à flanc de montagne, au pied du Parnasse, dans un cadre absolument sublime. Et puis vous avez cette voie sacrée qui monte à l'intérieur d'une enceinte sacrée, vers un théâtre qui est dans le monde grec antique, en premier lieu, un acte religieux. Le théâtre, ce n'est pas profane, c'est au départ un acte religieux en l'honneur de Dionysos. Et puis on arrive, bien sûr, au pied de l'immense temple, sur lequel était écrit « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. Gnotiseuton en grec. Et puis c'est là, bien sûr, que la Pythie rendait ses oracles. Alors on continuera l'après-midi vers Ossios Loukas, et là on passera dans le monde chrétien. Magnifique monastère de la Grèce byzantine, avec de somptueuses mosaïques et peintures byzantines, bien sûr. C'est orthodoxes aujourd'hui, qui ont près de 1000 ans quand même. 1000 ans d'histoire, 1000 ans de conservation, ces peintures. Et on finira en beauté avec Athènes, avec la colline de l'Acropole, point de passage obligé, le musée de l'Acropole qui est très bien fait, qui est en contrebas, où on voit la frise de Phidias à portée de vue, à portée d'homme. C'est une très très jolie muséographie qui a été réalisée à l'occasion des Jeux Olympiques de 2004. Et on finira au Cap Sounion, à proximité d'Athènes, un magnifique site en bord de mer, avec un temple, là aussi des ruines en tout cas, qui sont parfaitement intégrées dans le paysage, et ça sera notre dernier coup d'œil en tout cas, avant de rejoindre Paris. La France, retour dans notre civilisation, mais actuelle, on va dire. Voilà. Merci beaucoup Sophie Mageron. Est-ce qu'il y a une gastronomie particulière, une tradition particulière ? On mange très très bien en Grèce. C'est vrai qu'on a ces habitudes, notamment la moussaka, c'est extra. Quand c'est bien fait, c'est délicieux, et on a un très bon correspondant sur place qui sait très bien que les Français aiment la bonne cuisine. Oui, très important pour les Français. Et donc on rappelle, c'est du 6 au 12 octobre avec donc Virginie Foutel. Et donc temps parfait, du 6 au 12 octobre, on le rappelle. Très bonne saison, la mer est chaude à ce moment-là. Elle a chauffé pendant tout l'été, on peut se baigner, on prend le temps de le faire pour ceux qui le souhaitent. Vos auditeurs peuvent retrouver le programme sur notre site internet www.odeia.fr. Donc du 6 au 12 octobre pour éviter la masse de touristes. Merci beaucoup Sophie Mageron. Et dans quelle destination vous nous emmenez la semaine prochaine ? La semaine prochaine, nous partons en direction de la Tunisie. De la Tunisie. Bon, on reste dans la Méditerranée alors. Absolument. Merci beaucoup Sophie Mageron. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.